été coupé depuis quand? Pardon. Oui, il y avait un petit problème. Je pense qu'on était sur le backstage. Maintenant, on est revenu sur le live. Je vous en prie, Madame Chafil. Allez-y. Est-ce que Continuez. vous avez raté quelque chose? Je ne sais même pas où est-ce que ça s'était arrêté. Non, non, c'est Bon, bon. Donc, on était en train de parler ok, de. donc je continue. Alors, pour la formation et la communication sur les changements climatiques, donc j'ai le plaisir de vous informer que nous nous sommes adaptés très vite à la crise du Covid-19 en développant une plateforme de e-learning justement de formation sur les changements climatiques et qui va continuer bien entendu donc au-delà des restrictions sanitaires liées à la crise du Covid-19. Donc cette plateforme s'appelle plateforme compétences pour le climat du 4C Maroc et on va y trouver quelques modules qui sont déjà mis en ligne, mais bien sûr c'est des modules ouverts seulement aux gens qui s'inscrivent bien sûr à ces formations et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour que je vous explique comment ça marche. Alors pour le partage des expériences réussies, je crois que Monsieur le ministre et beaucoup d'orateurs ce matin ont beaucoup insisté sur la nécessité de partage d'expériences entre les pays africains. Et dans ce sens, donc le 4C Maroc a mis en place une plateforme qui s'appelle Plateforme Initiative Climat du 4C Maroc, que vous allez trouver en ligne. Et donc cette plateforme fait en fait la publicité, entre guillemets, pour des initiatives des émissions de gaz à effet de serre. Elle est tout à fait ouverte à tout le monde. Et donc, dans cette plateforme, il y a une rubrique qui s'appelle « Je poste mon initiative ». Et donc, chaque personne ou institution porteuse d'une initiative novatrice peut aller poster son initiative. Et donc, on a une équipe qui regarde un petit peu les initiatives et ne laisse sur le site que les initiatives qui méritent vraiment d'être disséminées. Alors, en termes de veille et de communication, je vous conseille vivement de consulter notre site web du 4C Maroc. On édite chaque mois une revue mensuelle d'une vingtaine de pages qui s'appelle Les nouvelles du climat du 4C Maroc et qui comporte aussi bien les nouveautés sur le plan national que sur le plan international en lien avec l'énergie, la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation, etc. Et je vous assure que cette revue, si vous la lisez tous les mois, vous serez au fait de tout ce qui se passe dans le monde et toutes les décisions qui sont prises au niveau national, africain et international en lien avec la problématique des changements climatiques. Donc voilà, juste pour donner quelques exemples, ces guides-là sont des guides que nous venons d'éditer juste il y a 2 jours, donc aussi bien en anglais qu'en français avec d'autres partenaires, comme le programme de microfinancement du GEF, l'initiative climat de francophones, etc. Donc on a un guide ici sur le charbon vert pour la fabrication et l'utilisation du charbon vert et un guide par exemple pour les semences paysannes résilientes face au climat. Donc voici les 2 plateformes dont j'ai parlé. Ça c'est la plateforme des initiatives climat et vous allez la trouver sur notre site web où vous pouvez même proposer ici une initiative ou un projet que vous menez et qu'il vous semble utile de partager. Et donc la plateforme de e-learning, donc compétences pour le climat, sur laquelle les gens peuvent s'inscrire pour profiter des formations. Alors en plus de ça, nous apportons bien sûr un appui technique en termes de construction de la plateforme MRV, donc mesurage, reporting et vérification qui est une exigence de l'accord de Paris. Donc on a appuyé techniquement la mise en place de la plateforme MRV du Maroc à la demande du département de l'environnement pour qu'il soit mis en forme sous forme de fiche projet bancable pour pouvoir mieux accéder à la finance climat au niveau international. Alors maintenant, la coopération sud-sud, bien entendu, tous les modules dont j'ai parlé sont ouverts aussi bien pour les Marocains que pour les pays africains, les autres pays africains, bien entendu. Et concrètement, en suivant les hautes orientations royales,
Donc, nous sommes en train d'apporter notre appui depuis plusieurs années, depuis la création d'ailleurs du Centre 4C Maroc, aux 3 commissions climat créées à la COP 22. Alors, pour la commission climat, par exemple, de la région du Sahel, nous sommes en train de préparer le lancement d'une étude pour la création du fonds d'investissement climat du Sahel, étude qui sera financée avec un budget du gouvernement du Maroc. Et donc, cette étude va être lancée dans quelques semaines. Informé également qu'un mémorandum d'entente a été signé entre le 4C Maroc et la Commission climat du Sahel, aussi bien pour l'appui à la mise en place du Fonds climat du Sahel que pour le renforcement des capacités des pays membres. Avec la Commission climat du bassin du Congo, nous avons mené également des activités très très réussies, notamment dans le cadre de l'étude de préfiguration du Fonds bleu du bassin du Congo, qui a été financé par le 4C Maroc sur des fonds allemands et avec l'appui du PNUD. Madame Chafil. Il me reste une slide, si Jalil, j'ai terminé. D'accord. Alors pour la commission climat du bassin du Congo, donc nous avons mené l'étude de préfiguration du Fonds bleu du bassin du Congo, qui a permis d'identifier 254 projets de lutte contre les changements climatiques, aussi bien en termes d'adaptation qu'en termes d'atténuation, dont l'évaluation a été capitalisée à quelques 9 milliards de dollars. Et donc, le Fonds bleu du bassin du Congo est en train de se concrétiser avec le lancement en ce moment même d'une activité pour le choix de la banque de développement qui va physiquement abriter ce fonds, et nous estimons c'est une grande réussite aussi bien pour la Commission climat du bassin du Congo, que nous remercions, que pour le Centre 4C Maroc, bien entendu. Et donc, nous sommes en train de lancer également et de renforcer nos actions de renforcement des capacités envers les pays africains qui sont membres des 3 commissions pour le climat, avec l'organisation de masterclass au profit des fonctionnaires de ces pays africains, l'organisation d'ateliers de formation des ONG africaines, l'organisation d'ateliers d'échange d'expériences entre les pays africains sur l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, nous sommes en train de préparer le démarrage de nos activités avec la commission des petits États insulaires qui vient d'être mise en place. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chafil. Vous travaillez toujours avec acharnement depuis que je vous connais depuis un moment, et vous assurez aussi une certaine pérennisation du processus de changement climatique au niveau du Maroc, et je vous en remercie à travers ce centre de compétences des changements climatiques que vous conduisez aujourd'hui et pour lequel vous avez fait beaucoup de bon travail, effectivement, d'après ce que nous venons d'entendre. Effectivement, c'est un centre de renforcement de la résilience, de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques publiques, de rehaussement de la capacité des acteurs. Le fait aussi que nous sommes en train aujourd'hui de donner suite à beaucoup d'initiatives, notamment l'initiative AAA, qui a été annoncée au niveau de la COP 22 de Marrakech. Le fait aussi que vous avez en charge la formation, j'en sais quelque chose, puisque j'ai participé aussi à des formations. Le fait que vous avez aussi cité en dernier le rôle du Maroc à travers votre centre d'assurer certaines coopérations avec les pays du Sud à travers les différentes commissions climat du bassin de Congo, des pays insulaires, etc. Donc je vous remercie beaucoup, Madame, pour cette présentation. Et sans transition, donc je vais passer tout de suite à un autre aspect de la coopération et qui concerne, en tout cas pour le Maroc, un domaine qui est extrêmement important, qui est la ressource en eau. Le Maroc a depuis très longtemps été un pionnier en termes de gestion des ressources en eau, que ce soit en termes de planification qu'en termes de gestion à travers les différentes
mécanismes qui ont été mis en place, l'AGIR, la gestion intégrée des ressources en eau, la législation de l'eau, la gouvernance de l'eau, etc. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole tout de suite, sans transition, à Madame Asma El Khasmi, qui va nous donner quelques éclairages sur la coopération sud-sud au cœur de la politique environnementale du Maroc, vue sous l'angle de la ressource en eau. À vous, Madame. Je vous remercie, Monsieur Jalil, et je voudrais exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui pour porter la voix du secteur de l'eau. Je pense que malheureusement c'est un secteur qui fait beaucoup mais qui reste très timide au niveau de la communication. Donc tout le monde est content parce que quand on ouvre son robinet on a de l'eau, on n'a pas de soucis, mais c'est un peu plus compliqué de réaliser tout le travail qu'il y a derrière. Et je voudrais remercier justement les organisateurs d'avoir voulu aussi mettre en lumière cet aspect important de la gestion environnementale. Donc je voudrais d'abord dire que l'eau est au centre de l'agenda de développement international et de développement durable. Quand on regarde les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'eau ne figure pas uniquement au niveau de l'objectif numéro 6 qui lui est dédié, mais il est au cœur de tous les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de sécurité énergétique, de sécurité alimentaire, de santé et d'hygiène sans aborder le volet important de l'eau. Je voudrais aussi, en guise d'introduction, rappeler un petit peu le contexte que nous avons tous malheureusement vécu cette année à travers la pandémie Covid-19, qui a mis l'accent sur l'importance de l'eau. On s'est rendu compte que le meilleur geste barrière, la meilleure manière de se protéger, c'est simplement de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Donc, je pense que ça a permis justement de prendre la pleine mesure de l'importance de cette ressource et de l'importance de travailler ensemble, de la coopération pour pouvoir assurer cette ressource de manière universelle. Si vous le permettez, je voudrais essayer de partager avec vous quelques slides pour donner aussi quelques chiffres et informations. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ma présentation. Malheureusement, moi, je ne la vois pas, donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de voir. Est-ce que vous pourriez juste me dire que non, vous... Là, on ne la voit pas. Vous ne la voyez pas. Oui. Attendez, on va voir tout ça. Pardon. Maintenant, oui, alors, on voit un écran. Mais maintenant, c'est bon. Allez-y. Ça marche comme ça. Excellent. Donc, je voulais justement, en guise d'introduction à cette thématique de coopération sud-sud et de dire combien elle est importante dans le secteur de l'eau, c'est que souvent, quand on pense à l'Afrique, on pense à un continent qui regorge de ressources en eau. Et c'est vrai. L'eau est abondante en Afrique. L'Afrique n'a pas un problème de ressources, mais un problème d'infrastructure. Donc aujourd'hui, même si la ressource est abondante, les indicateurs de l'eau potable et de l'assainissement en Afrique sont largement en deçà des moyennes mondiales. Aujourd'hui, il faudrait savoir que près de 1/3 de la population du continent n'a pas accès à une eau potable, c'est-à-dire près de 350 millions de personnes. La mauvaise qualité de l'eau est responsable de près de 98% des maladies sur le continent. Un aspect aussi extrêmement important est l'importance de pouvoir mettre en place des systèmes de traitement des eaux usées, puisque 700 millions d'habitants en Afrique subsaharienne, ce qui représente près de 70% de la population, n'a pas accès à des systèmes d'assainissement et les eaux usées sont directement rejetées dans la nature, ce qui bien sûr pollue l'environnement et augmente les risques sanitaires. Aussi très important à mettre en exergue l'impact des changements climatiques sur la gestion des ressources en eau en Afrique, qui a vraiment exacerbé un certain nombre de problématiques déjà existantes. Bien sûr, la pression sur les ressources en eau, la gestion des eaux usées, j'en ai parlé, et de leur réutilisation, mais aussi l'importance des volets institutionnels, l'importance de l'amélioration des performances et de l'optimisation des coûts, puisque le volet financier reste un volet important dans le développement des services d'eau en Afrique. Donc, dans ce contexte, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, dans sa dimension, dans son volet eau, s'est positionné très vite dans un contexte de coopération sud-sud avec l'Afrique pour apporter son soutien à de nombreux pays. Comme vous le savez,
l'Office national d'électricité et de l'eau potable, dans sa dimension eau, a pu mettre en place une stratégie qui se décline au niveau de tout le cycle de l'eau, c'est-à-dire à partir de la planification de la ressource, la production de l'eau potable, la distribution, mais également le traitement des eaux usées pour d'une part, améliorer la santé publique et améliorer les conditions sanitaires, mais également pour la protection de l'environnement. Donc, comme je le disais, très tôt, l'Office national d'électricité et de l'eau potable a pu mettre en place des partenariats avec le continent africain. Je vais arrêter le partage parce que je n'arrive pas à faire défiler les slides. Je ne sais pas si ça défile chez vous. Oui, apparemment, oui, ça défile, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer sans slide, il n'y a pas de souci. Excellent. Alors, je vais faire ça. Donc, je vous disais que très vite, très tôt, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a pu se positionner comme un champion au niveau de l'Afrique pour pouvoir intervenir au niveau de pays africains amis. Et la première intervention, en fait, remonte au tout début des années 2000. La première intervention, le premier contrat international de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, à l'époque l'ONEP, était en Mauritanie et c'était dans le cadre d'un contrat en association avec une société française, la Société de Canal de Provence, afin de pouvoir mettre en place l'alimentation en eau potable de la capitale Nouakchott. Après ça, très vite, les projets se sont succédés et bon, aujourd'hui, on peut compter de nombreuses réalisations, comme je l'ai dit, au niveau de tout le cycle de l'eau. Il y a évidemment des projets qui ont été réalisés dans le cadre des visites royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en Afrique, donc que ça soit dans des pays comme la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable mène 2 projets très ambitieux. Le premier qui est pour alimenter la capitale Conakry en eau potable. Et le projet a été réalisé et mis en service fin 2019. Et un deuxième très ambitieux qui prend en charge tout le projet d'assainissement liquide de la capitale guinéenne de Conakry. Et donc, ce projet est mis en place depuis l'année 2018 et sera clôturé en 2021. Et là aussi, je voudrais insister un peu sur le mode opératoire de l'Office au sein de l'Afrique. L'intervention de l'Office au sein de l'Afrique est essentiellement basée sur le concept de la coopération sud-sud. C'est-à-dire, on n'est pas dans une démarche commerciale, mais vraiment dans une démarche de partage d'expériences, de renforcement des capacités, de pouvoir établir des relations structurées et durables avec les partenaires. Les partenaires dont je vous ai parlé, en général, ce sont des partenaires que nous accompagnons depuis le début de la planification du projet, la réalisation du projet, mais aussi avec un volet essentiel, je pense, qui a déjà été abordé lors de cette conférence, qui est le volet de renforcement des capacités. Donc, c'est très important pour nous de mettre en place des projets d'eau potable et d'assainissement en Afrique, mais qui sont appropriés par les pays eux-mêmes et qui puissent être pris et mis en place par les sociétés d'eau. Donc, le travail est vraiment dans un travail d'accompagnement des sociétés d'eau qu'on peut réaliser sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15 ans, de manière à ce que le projet soit durable dans sa conception, mais également dans sa mise en place. Donc, une autre dimension que je voulais aborder dans le cadre de la coopération sud-sud, c'est ce qu'on appelle la coopération triangulaire. Vous en avez un petit peu parlé au début lors de votre introduction. Il est clair que cette dimension-là aussi est très importante puisque le Maroc se positionne comme une plaque, comme en fait un catalyseur de projet. L'ONE, dans le secteur de l'eau et de l'électricité, a pu mettre en place un certain nombre de projets réussis en Afrique et continue à le faire. Et cela donne de l'appétit à nos partenaires. C'est-à-dire aujourd'hui, très régulièrement, nous sommes sollicités par nos partenaires, que ce soit des partenaires du Nord, mais également des banques de développement du Sud. Je donne l'exemple de la BID, de la Banque islamique de développement, qui, comme ça a été mentionné par le collègue de Mazen, dans le cadre de son mécanisme reverse linkage, aujourd'hui travaille beaucoup avec
décloné, que ça soit dans le secteur de l'électricité ou de l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes en train de monter avec la BID un projet très ambitieux pour une station d'épuration au niveau de la ville de Conakry, station de traitement des eaux usées, qui ambitionne de résoudre la majorité des problèmes aujourd'hui environnementaux que connaît la capitale Conakry. Donc, la coopération Sud-Sud est évidemment une coopération qui est basée sur le développement humain. Donc, quand on parle d'Afrique, quand on a visité l'Afrique et quand on a travaillé en Afrique, on se rend compte que la dimension humaine est primordiale. D'où, et j'y reviens, cette dimension de renforcement de la capacité de formation. Et dans ce sens, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a mis en place un centre d'excellence, l'Institut international de l'eau et de l'assainissement, qui est un centre collaborateur de l'OMS et qui agit comme le fer de lance en Afrique pour pouvoir assurer des formations, de l'assistance technique. Donc, ceci peut se dérouler au niveau des pays eux-mêmes, au niveau du centre au Maroc, et aujourd'hui, on a la possibilité d'accueillir jusqu'à 200 techniciens professionnels du secteur de l'eau africain chaque année qui viennent être formés sur tous les aspects des métiers de l'eau. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui et j'espère que justement cette dynamique de coopération Sud-Sud va pouvoir se renforcer parce que capitaliser sur des expériences réussies, mais également pouvoir explorer d'autres voies puisque les besoins sont absolument énormes. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Asma Al-Qasmi pour cet éclairage. Et évidemment, l'Office national de l'eau et de l'électricité a toujours été pionnier, a toujours été depuis très très longtemps ouvert sur la coopération Sud-Sud. Vous avez donné quelques précisions évidemment sur ces aspects de la coopération, que ce soit une coopération directe Sud-Sud ou la coopération triangulaire pour catalyser en quelque sorte un certain nombre de projets et l'assainissement au niveau d'un certain nombre de pays africains. Évidemment, l'exemple de l'Institut international de l'eau et de l'assainissement qui collabore avec l'OMS pour développer l'eau et l'assainissement, relever les capacités, construire des projets de formation, etc. au niveau d'un certain nombre de pays africains est un modèle de coopération important à renforcer, à dupliquer, à étendre peut-être. Évidemment, vous avez d'entrée de jeu dans votre introduction parlé de l'eau comme secteur transverse, et à juste titre d'ailleurs, parce que l'eau, on le retrouve partout. L'eau, si on n'a pas d'eau, on n'a pas de développement. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas d'agriculture, on n'a pas de santé. La problématique de la pollution de l'eau est une problématique qui est extrêmement importante quand on n'a pas accès à l'eau courante et à l'assainissement, effectivement. D'où l'importance de cette coopération. Et le Maroc a développé, comme je viens de le dire, une expertise extrêmement importante au niveau de son territoire, mais aussi au niveau d'un certain nombre de territoires à l'extérieur. Le changement climatique, l'eau est le secteur le plus vulnérable aujourd'hui de par ses caractéristiques physiques au changement climatique. Et donc, je fais le lien avec ce qu'a dit tout à l'heure Madame Chafil, le fait qu'il faut absolument qu'il y ait une certaine intégration de toutes ces problématiques-là de développement durable au niveau de la coopération. Et donc, je vous remercie pour ces éclairages. Et sans transition, puisque nous sommes pris par le temps, je passe maintenant à Madame Louise Baker. Madame Louise Baker a une thématique qu'il va traiter qui est en quelque sorte qui va regrouper tout ce qu'on vient de dire, si je me permets de dire ainsi, puisqu'il va parler de la gestion des ressources naturelles, humaine et institutionnelle du continent africain dans le cadre du relèvement post-Covid. À vous la parole, Madame Baker. Merci, monsieur. Et nous avons un autre problème technique maintenant. Je suis anglophone et j'espère que vous pouvez me comprendre. Je vais parler assez court, mais assez lentement. Donc, en principe, ça marche. Oui, bonjour. Et merci tout le monde pour la gentille invitation et mes remerciements aussi au gouvernement de Maroc pour l'excellente coopération avec la Convention de les Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Martin Luther King a une fois déclaré « Nous sommes peut-être tous venus sur des bateaux différents, mais nous sommes tous dans le même bateau maintenant. » Face aux menaces du changement climatique et de dégradation de l'environnement, un peu partout, cette image de bateau fonctionne parfaitement.
La création d'emplois pour les jeunes en âge de travailler est un des principaux défis que la communauté internationale doit relever dans chaque coin du monde. Mais il sera plus difficile au milieu rural de maintenir les emplois sans considération des impacts de la dégradation des terres et de la désertification sur les petits exploitants agricoles, surtout en Afrique. La productivité des terres diminue à un rythme sans précédent. La désertification touche déjà environ 45% des terres africaines. La sécheresse accentue la pression sur les ressources naturelles. Lorsque des terres sont dégradées, les rendements agricoles et les revenus chutent brutalement. La pénurie des terres à cultiver et l'insécurité d'occupation signifient une concurrence accrue pour l'accès aux ressources productives qui restent. En même temps, selon le Forum économique mondial, près de 20 millions d'emplois en Afrique sont menacés par la crise de la COVID-19. Le chômage des jeunes était 2 fois plus élevé que celui des adultes. Le risque de problèmes sociaux est accru. C'est une tempête parfaite. Certains jeunes se sentent forcés à migrer. Autres, qui ont moins cultivé et moins à perdre, sont tentés à rejoindre des groupes terroristes. Pour faire face à ces défis, il faut s'attaquer aux causes profondes, attirer les investissements du secteur privé, créer une sorte de dynamique vertueuse avec des autres pays du continent. Dans ce contexte, la coopération sud-sud et triangulaire joue un rôle clé, comme démontré par le Maroc. Au cours des 20 dernières années, le Maroc a attiré des investissements étrangers dans l'économie verte et la restauration des terres. Il s'est engagé depuis plusieurs années dans le renforcement de la coopération avec le pays d'Afrique subsaharienne sur les questions soit climatiques et soit migratoires. Excusez-moi. Et c'est dans ce cadre de la coopération sud-sud et triangulaire que le Maroc, avec le Sénégal, a lancé l'initiative, et c'est compliqué, mais c'est sustainabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique. Cette initiative, c'est intéressant parce que ça vise à construire une économie africaine circulaire qui maintienne et régénère les ressources environnementales. Il s'adresse de manière intégrée les questions du changement climatique, les questions du chômage des jeunes et de l'immigration. Il se focalise sur l'agroécologie et la restauration des terres dégradées du continent. Il y a une target de 100 millions d'hectares. Éventuellement pour le Grand Marais vert, par exemple. Investissement Type 3S permettront de reconstruire au mieux et de créer des opportunités économiques là où la crise de COVID-19 a privé des populations rurales d'emplois et de revenus agricoles. Sur le plan institutionnel, l'initiative 3S fait partie du programme de résilience rurale du Fonds international pour le développement agricole, la FIDA. Donc, je trouve ça c'est intéressant, une nouvelle modèle. Le Fonds fiduciaire 3S comprend aussi le programme d'adaptation pour des petites exploitations agricoles pour canaliser le financement climatique et environnemental vers les petits exploitants agricoles. Et en même temps, le programme financé par le Fonds vert pour le climat en soutien de la Grand Marais vert. Ça marche parce que l'initiative 3S mobilise les connaissances, l'expérience, l'expertise et les ressources africaines. Car en prenant soin des terres et restaurant les terres dégradées, l'Afrique sera mieux préparée et prête actuellement pour faire face à une certitude que le changement climatique et environnemental nous réserve. En créant des emplois décents pour les jeunes, à travers les terres reportées à la productivité, en mettant en sécurité le bateau sur lequel nous sommes tous. Je s'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Madame Louise Baker. Vous avez parlé d'une façon brève, mais d'une façon très percutante, puisque vous avez fait le lien
entre le développement durable et l'homme et la femme. Parce que c'est important quand vous parlez des petits agriculteurs. L'homme et la femme sont au centre du développement durable. Et vous savez très bien que, et vous l'avez très très bien dit, ces risques climatiques, ces risques de désertification qui vont nous faire perdre des terres auront comme conséquence une espèce de tension sociale. Laquelle tension sociale va ouvrir la porte grande ouverte à beaucoup de risques qui ne sont pas climatiques. Au Maroc, nous avons discuté plusieurs fois sur tout ce qui est aspect qui relève des réfugiés climatiques. On sait très bien qu'il y aura des réfugiés climatiques à cause du changement climatique. Et donc, évidemment, la sécurité, l'insécurité, la violence, la migration, les flux migratoires, le terrorisme sont aussi liés en quelque sorte à ces cataclysmes naturels, à ces cataclysmes importants qui sont la désertification et le changement climatique. Et je vous remercie pour les propositions que vous avez dites, c'est-à-dire que, in fine, le développement durable, c'est un développement qui va s'appuyer aussi sur la conservation des ressources, la régénération des ressources pour pouvoir pour pouvoir créer de la richesse, rendre en quelque sorte les terres plus rentables et augmenter les revenus de la population à travers la conservation des ressources, mais aussi à travers l'économie circulaire. Je vous remercie. Alors, sans transition, donc, après vous avoir écouté faire ces éclairages sur ces thématiques aussi diversifiées que la ressource en eau, le climat, les énergies renouvelables, la désertification, je vais ouvrir peut-être prendre quelques questions. Si l'audience voudrait bien poser un certain nombre de questions, donc on va prendre 2 ou 3 questions. Après, nous allons faire un petit tour de table pour faire une petite synthèse. Donc, je donne la main à l'audience. Donc, si quelqu'un voudrait poser une question. Donc, je vais inviter les questions. Madame Wahiba Fathi, vous voulez poser une question? Monsieur Abdelrahim El Faïda. Non. Bon, apparemment, j'ai une main qui est levée et qui souhaite poser une question. Bon, c'est pas grave. De toute façon, nous sommes pratiquement il nous reste encore 9 minutes pour qu'on puisse clore cette session. Alors, avant que je puisse faire une synthèse générale de ce qu'on vient de dire, je voudrais vous donner tous la parole pour pouvoir faire un petit peu des analyses croisées par rapport à ce que nous avons dit. Donc, nous avons traité l'aspect de coopération qui peut être fait dans le domaine des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs du développement durable et la transition énergétique. Nous avons aussi parlé du climat dans ses volets adaptation au changement climatique, mais aussi atténuation des gaz à effet de serre et toutes les disciplines sous-jacentes, c'est-à-dire la finance climatique, la réglementation climatique, etc. La coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau et évidemment la préservation des terres contre la désertification et les risques climatiques et le développement de la résilience des populations rurales. Donc, je vais faire un petit tour de table. Donc, je vais peut-être commencer par les Zerwali. Donc, si vous avez une petite synthèse croisée par rapport à ce qu'ont dit les autres panélistes, vos collègues, et par rapport aussi à ce que vous avez dit. Donc, vous avez 1 minute pour nous donner votre appréciation. Merci, Jalil. En synthèse, ce que je vois, c'est qu'il y a une forte mobilisation pour le développement de cette coopération sud. Et que ça soit dans le secteur de l'eau, que ça soit dans le secteur des énergies renouvelables, pour le 4P, etc. Et pour les mécanismes qui ont été mentionnés par Madame Becker, il y a un fort appétit envers cette coopération sud. Peut-être si j'avais une synthèse à donner, c'est qu'on gagnerait au niveau marocain à créer des synergies entre ces différentes initiatives. D'accord. Il manque ce lien
qui permettent d'avoir vraiment une stratégie de coopération sud-sud inclusive et transverse à plusieurs domaines, créer des synergies, parce que Madame Chafer a bien parlé de renforcement des capacités, également de communication qui permettent d'avoir une vision globale sur tout cela. Peut-être que Mazen, dans ses projections, pourrait en profiter et créer et s'appuyer sur ces différentes actions pour renforcer sa coopération sud-sud avec plusieurs pays. Donc, on gagnerait en fait tous à avoir plus de ponts entre nous, à créer des synergies entre nous pour le renforcement de cette coopération sud-sud. Parfait. Merci César Wali pour cette proposition de synergie qui est extrêmement importante, de convergence, de synergie, de coordination pour pouvoir optimiser, mutualiser aussi un certain nombre de choses parce qu'il y a une certaine interpénétration entre toutes ces thématiques in fine. C'est du développement durable. Madame Chafi. Oui, merci beaucoup. Merci, Si Jalil. Je soutiens ce qu'a dit Si Ali Zarouali. Justement, je crois que ce serait bien en fait de faire au moins des actions en commun. Peut-être que la synergie n'est pas toujours évidente, mais elle est là. Et ce qui manque en fait, c'est peut-être des actions en commun entre toutes les institutions marocaines, par exemple, qui agissent envers les pays du Sud, notamment envers les pays africains amis. Je crois que c'est une excellente idée et je crois que nous pourrons s'y atteler, d'autant plus que pratiquement mes collègues présents ici, toutes leurs institutions sont membres du Centre 4C Maroc. Donc, je crois que ce serait aisé et très facile à réaliser. Moi, je voudrais juste, comme mot de la fin, revenir sur la nécessité d'adopter des stratégies, des politiques résilientes face au changement climatique dans tous les pays du monde, notamment en Afrique, parce que c'est très, très, très important. Et je crois que si, par exemple, un pays devait manquer d'eau dans 20, voire 30 ans, c'est aujourd'hui qu'il faudrait qu'il pense déjà à installer par exemple des barrages quand le climat et la géographie est adaptée, ou bien des stations de dessalement de l'eau de mer également, etc. Donc, si un pays venait de manquer d'énergie ou n'a pas d'énergie fossile sur son territoire, ben je crois que c'est aujourd'hui qu'il devrait penser aux énergies renouvelables, comme le Maroc, par exemple, penser à l'énergie marine quand c'est un pays qui dispose de zones littorales, etc. Donc l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas tant de venir a posteriori et d'essayer de faire une petite coloration climat à des politiques, mais surtout de tenir compte de la problématique des changements climatiques dans les politiques et les stratégies de développement dès le départ. Et je crois que le Maroc le fait d'ailleurs dans plusieurs domaines. Le domaine de l'eau dont a parlé mon ami Asma Al-Qasmi, dans le domaine de l'énergie dont a parlé Si Ali Zarouali, dans le domaine de l'agriculture, etc. Donc je crois que on gagnerait tous en tant que pays africains à réfléchir dès aujourd'hui justement à quelles seraient les meilleures options pour nous adapter, parce que bon, l'atténuation c'est très bien parce que nous le faisons en tant que contribution à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques, mais les pays africains, on le sait, ne sont pas des pays fortement émetteurs des gaz à effet de serre, mais par contre, ce sont des pays extrêmement vulnérables. Et donc, tous ensemble, je crois que nous pouvons renforcer notre coopération sud-sud pour justement aller vers le sens d'une meilleure identification des options d'adaptation dans les différents domaines socio-économiques, et ceci passe bien entendu par le renforcement des capacités, par la formation des jeunes, par la formation des décideurs de demain, mais aussi par la formation des experts de demain, sans qui nous ne pourrons pas mener à bien ces options
d'adaptation au changement climatique. Et merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Chafil, pour cette proposition et ce mot de la fin qui est extrêmement intéressant pour nous effectivement de tenir compte de l'incorporation du changement climatique, de cette vision du changement climatique dans nos politiques et surtout chercher le maximum de synergie, comme vous l'avez dit, comme l'a dit César Wali. Je donne le mot de la fin pour Madame Louise Baker. Quel est votre mot de la fin de cette conférence? Pour moi, c'est très facile. Nous ne faisons rien seul. Rien du tout. Absolument. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Madame Louise Baker, pour cette phrase qui résume tout en quelque sorte. On ne peut pas faire seul. D'ailleurs, ça se voit dans les exposés qu'on vient de voir. On peut rien faire seul en matière d'énergie, en matière de climat, en matière d'eau, effectivement. Le mot de la fin, chère Madame Asma El Qasmi. Je voudrais d'abord évidemment corroborer ce qui vient d'être dit, que ce soit par rapport à la synergie. Je pense que c'est très important et je pense que les choix des interventions dans cette conférence aujourd'hui étaient très judicieux dans le sens où nous avons mis, on a un petit peu regardé tous les aspects j'ai pas envie de dire du problème, mais de la problématique qui est devant nous aujourd'hui. Je pense que ce qui est ressorti très clairement, c'est que le Maroc est un champion dans plusieurs domaines et ça a été explicitement démontré, que ça soit par rapport aux énergies renouvelables, que ça soit par rapport à la gestion climatique, par rapport aux ressources en eau. Je pense aujourd'hui nos partenaires africains ont besoin au-delà de cette expertise technique. Je pense que nous, Marocains, nous devons aujourd'hui voir un peu plus large, c'est-à-dire que nous avons une expertise technique et nous savons la faire valoir. Aujourd'hui, qu'en est-il des innovations financières? Qu'en est-il des soutiens institutionnels qui sont très importants au niveau du continent africain? C'est-à-dire aujourd'hui, nos opérateurs, nous-mêmes, nous devrions nous intéresser un peu plus à l'environnement dans lequel évoluent nos thématiques particulières, puisque aujourd'hui, je ne pense pas que être un champion du monde dans la gestion énergétique ou être un champion du monde dans la gestion hydraulique ou être un champion du monde dans la gestion climatique fera avancer le continent. Ce qui fera avancer le continent, c'est de s'inscrire dans des réformes qui soient judicieuses, des réformes qui soient durables et qui puissent aussi allier aussi bien le volet technique que le volet financier, que le volet managérial. Et donc, je prônerai une vision plus holistique d'un développement durable. Tout à fait, Madame. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Qasmi, pour ce mot de la fin de la vision holistique de l'approche globale. Évidemment, aujourd'hui, je note aussi que quand on parle de coopération, on parle de coopération politique sur le plan étatique, mais ça se voit dans les éclairages que vous avez apportés que cette coopération sud-sud doit aussi passer par le secteur privé, par les entreprises, il doit passer par les ONG, par l'expertise. Nous avons une question dans le chat qui parle du rôle de l'expertise. Tout à l'heure, Madame Chafil, on avait aussi parlé le rôle de l'expertise nationale en termes de recherche, de développement, d'ingénierie, etc., qui peut aussi aider, qui peut aussi être un catalyseur de cette coopération sud-sud au niveau, notamment, de l'Afrique. Donc, nous sommes à la fin, en quelque sorte, de cette conférence et je voudrais, avant de la clore, tout d'abord faire un petit résumé, en quelque sorte, en arabe. تعاون جنوب جنوب والسياسة البيئية للمغرب. تحدثنا على مجموعة ديال الأوجه ديال التعاون ما بين دول الجنوب، وقلنا بأن التعاون ما بين دول الجنوب هو تعاون مهم جدا الذي يتوخى التنمية المستدامة بجميع أبعادها بما في ذلك التغير المناخي اللي كانت هضرت عليه السيدة الفاضلة رجاء شافيل، الطاقات المتجددة والنجاعات الطاقية والانتقالية الطاقية اللي هضر عليها الأستاذ المحترم السي زروالي، والتدبير المستدام ديال الموارد المائية اللي هضرت عليها السيدة قاسمي، وهضرنا كذلك على تدبير الموارد الطبيعية والبشرية والمؤسساتية على المستوى القاري، وخدينا المثال ديال تدبير ديال التصحر ومحاربة التصحر اللي هضرت عليها السيدة لويز بيكر.
وهذا الشيء كله هضرنا عليه في واحد المنظور ديال التدبير ما بعد جائحه كوفيد، لان من بعد هذه الجائحه اش بينت لنا بانه لولا تضافر الجهود ديال جميع الدول، وهذا الشيء هضرنا عليه في هذه المحطات كلها، بينت لنا بانه تضافر ديال الجهود ديال الدول كلها وديال المجتمعات كلها، وخصوصا المجتمعات المتواجده في الدول ديال الجنوب، ضروري ومؤكد من اجل ايجاد حلول تكون ناجعه على المستوى الترابي، على المستوى المحلي، اخذا بعين الاعتبار التجارب اللي كاينه في مجموعه ديال الدول. والمغرب الحمد لله بلد رائد في هذه التجارب هذو، سواء في القطاعات اللي هضرنا عليهم الان من طاقه ومناخ وما الى غير ذلك، او قطاعات اخرى. وكهضرنا كذلك على انه التناغم ضروري كذلك والتنسيق، وكنتمنى ان تكون هذه غير بدايه ولا تكون محطه مفصليه ربما في تنميه التعاون ما بين الجنوب الجنوبي. Donc notre conférence arrive à sa fin. Je voudrais remercier tous les panélistes et les féliciter pour l'excellence de leur présentation et l'importance et l'extrême importance des éclairages qu'ils ont apportés sur un certain nombre de secteurs qui sont aussi diversifiés, aussi riches les uns que les autres. Je remercie Madame Raja Chafil, directrice du centre C4C Maroc. Je remercie Madame Louise Baker de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Je remercie Madame Asma Qasmi de l'ONU. Et je remercie Monsieur Ali Zrouali de Mazen. Je remercie tous les participants, toute l'audience qui ont suivi en live cette conférence, et je vous rappelle que cette conférence sera enregistrée. Elle a été enregistrée, elle sera postée sur le site du forum et sur le site aussi du ministère de l'Environnement. Donc vous pouvez la revisualiser à volonté. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Pensez-y, pensez au développement durable, à la coopération, et peut-être demain sera le meilleur. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.